Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. J'ai plaisir d'accueillir une habituée de l'émission, la personne Madame Caroline Paquin, enseignante à la retraite. Son premier roman, Trop de lumière, s'est vu décerner le prix Abitibi Consolidated en l'année 2004. Parmi ses romans, on cite L'Humanité en 45 tours, La conquête de Napoléon, un roman jeunesse qui s'est vu décerner le prix du 5e meilleur roman jeunesse en 2025 dans le palmarès Indigo. Elle vient de publier tout récemment aux éditions Loélie son dernier roman né sous la même étoile. Madame Caroline Paquin, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Chez Agora, ici Télévision. Alors que voilà, donc regardez, magnifique ouverture, deux personnages clés de ce roman, on va dire dans un premier temps, mais on parle d'un suspense psychologique. Hein, tout à fait. Puis à la lecture, on sent qu'on est carrément dans un gouffre, mais il est écrit dans la simplicité et la profondeur. C'est ça je dirais, c'est ça le talent aussi quelque part de l'écrivain. Mais pourquoi la forme d'un suspense psychologique? Qu'est-ce qui vous fascine justement là-dessus? Pourquoi l'avoir écrit dans ce sens? En fait, je dirais qu'à chaque fois que j'écris un roman, je me mets vraiment un défi d'auteur. Et là, j'ai été ambitieuse, je me suis mis un double défi. Alors, j'avais le défi vraiment d'aborder la neurodiversité parce que ça me tient à cœur. Et j'ai choisi d'aborder ça sous l'angle autant de l'autisme que de la douance. Et dans un deuxième temps, j'avais envie de créer un vrai suspense. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un suspense. Et le fait d'avoir ces deux défis-là amalgamés, ça me permettait vraiment d'aller directement et très rapidement dans la profondeur des personnages. Donc, dès le départ, on craint pour la vie du personnage principal qui est Stella, qui s'est fait enlever. Donc, le fait qu'elle soit confrontée à la mort, ça montre son urgence de vivre et ça vient toucher à notre propre urgence de vivre. Et aussi, je voulais aborder l'angle de l'agresseur et qu'on sente le résultat de sa violence, mais surtout la détresse qui l'a mené à ce résultat-là. Donc, on voit le personnage qui est un peu comme l'image d'une voiture qui dérape, mais il est comme trop tard pour le rattraper. Sa violence est rendue trop loin, sa détresse intérieure est rendue trop loin. Donc, on entre profondément dans l'intériorité de chacun des personnages là, par le suspense. Alors, le titre, là, évocateur, là, né sous la même étoile, ça suggère aussi la forme d'un destin, un destin commun. Est-ce que vous croyez au destin ou est-ce que c'est juste une métaphore littéraire que vous avez voulu projeter au lecteur? En fait, mon idée, c'était, je dirais, une métaphore existentielle. Okay. Parce que je crois profondément que nos chemins sont en parallèle, mais qu'il y a des croisées dans ces chemins-là et qu'on devrait profiter de ces rencontres-là pour mettre en lumière ce qu'on laisse souvent dans l'ombre. Donc, est-ce que c'est écrit d'avance? Est-ce que c'est un hasard? Là? Malheureusement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais toujours est-il que je pense qu'on devrait profiter de ces rencontres-là pour explorer la partie de soi qui est dans l'ombre. Donc, par exemple, Stella est l'enseignante, elle a 24 ans, elle va rencontrer Céleste qui a 24 ans, qui est l'élève. A priori, on pense qu'une va apprendre seulement à l'autre, mais c'est un réel échange et c'est un réel apprentissage. Stella va trouver qui est l'enseignante, va trouver dans Stella la force de se donner une certaine forme de liberté. Puis je dirais que Céleste, qui est autiste, va trouver la force de réaliser ses rêves à travers son enseignante. Donc, on voit qu'il y a une complémentarité. Donc, je parlerais plus de métaphores existentielles qui parlent de la complémentarité humaine. Excellent. Alors, le point du départ du roman, la lecture, elle est forte, cette scène, hein? La scène dans le coffre, là, on est en train de se débattre dans le coffre. C'est très fort comme scène. Est-ce que cette scène... vous êtes venu, comment il est venu comme ça, pour vous, cette scène en écriture, de commencer aussi fort? Parce que là, on est devant un personnage, il est en train de se débattre. On est empathique, là, automatiquement, au début. Là. Oui.
Bien, en fait, la première scène qui m'est venue, c'est pas du tout celle-là. Ah, Donc, la première scène, en fait, c'est une scène que j'ai vécue personnellement dans ma classe. Donc, j'enseignais à une jeune qui était autiste, qui avait dans des débuts de vingtaine. Elle avait choisi de lire un roman. La classe était baignée de soleil, tout était calme. Oui. Et tout à coup, son rire s'est élevé dans la classe et c'était tellement d'une grande beauté du grâce. qu'elle se permette de rire comme ça, ce qu'un neurotypique se serait jamais permis Oui. dans un environnement normal. Donc, ça m'a tellement touchée que je me suis dit, OK, je veux écrire un livre qui parle de l'autisme. Ça a été clair pour moi à ce moment-là. Puis après, bien, l'idée de la scène dans la voiture, tout ça, ça m'est venu parce que je me suis dit, si j'écris un suspense, je commence fort. En partant, je vais prendre mes lecteurs, puis je vais les tenir en haleine jusqu'à la fin. Ben justement, vous nous avez tenus en haleine. Oui. Parce que, en écrivant cette scène, est-ce que vous vous êtes dit que bon, les autres scènes viendront automatiquement? Parce qu'il se peut qu'en commençant fort aussi, on se dit que bon, ben, les autres scènes vont être aussi inspirantes que ça. Mais on a senti que vous avez joué dans votre récit entre ce qui est tempéré, ce qui est fort. Tout à fait. Bien, il faut quand même laisser l'occasion au lecteur de respirer par moment. Voilà. On ne peut pas le tenir en haleine aussi longtemps. Mais en partant, oui, il y a une scène très, très forte. Et cette scène-là va montrer l'urgence de vivre à Stella. Et là, on va retourner dans son passé, on va retourner dans son enfance et l'enfance de Céleste aussi. Après ça, donc, de façon alternée, on revient avec l'agresseur, on retourne dans le passé. Et ça nous permet de nous attacher profondément au personnage principal. Puis à chaque fois, on lit sur Céleste, à chaque fois sur Stella, bon, un petit coup d'œil sur les agresseurs. Ça nous met, je vais dire, dans le bain, là, dans le bain de ces personnages. Nés sous la même étoile, mesdames et messieurs, de mon invité d'aujourd'hui, Mme Caroline Paquin, son tout dernier, chez Lo Eli. On fait une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Caroline Paquin, c'est mon invitée d'aujourd'hui. On parle littérature, on parle roman. Là, on parle de suspense psychologique. Je ne sais pas si je peux dire un thriller, parce qu'un thriller, c'est un peu plus fort, hein? Mais j'ai vu plus un suspense psychologique dans ce roman en deux personnages, une autiste et une douante. Pourquoi vous avez choisi justement de les confronter? Parce que c'est quoi le lien? Est-ce que vous avez voulu projeter un lien qu'on n'a pas l'habitude de projeter dans les romans de manière générale, d'opposer deux profils sociaux? C'était quoi votre secret, justement? Alors, ben, en fait, je voulais créer un effet miroir davantage que de les opposer. OK. Puis ce que je voulais montrer, c'est ce qui les unit, en fait, c'est qu'elles sont en dehors des normes sociales, toutes les deux à leur façon. Je dirais que Stella, qui a été reconnue très tôt dans son enfance comme ayant un haut potentiel intellectuel, a appris à surjouer les normes sociales de l'excellence, de la performance, de la réussite. Et elle s'est démarquée beaucoup là-dedans, mais au détriment de son propre bonheur. Donc, elle s'est perdue à travers ce qu'on attendait d'elle. Et en contrepartie, quand on regarde Céleste, qui est autiste, elle a de la difficulté, elle, parce qu'elle est autiste, justement, à répondre aux normes sociales, aux codes qu'elle ne comprend pas. Et toutes les deux vont s'apprendre là-dedans et se comprendre. Donc, Stella va apprendre à délaisser un peu les codes sociaux et à s'en libérer d'une quelconque façon. Et je dirais que Céleste va les apprivoiser d'une certaine façon. Donc, il va y avoir un apprivoisement. Vous abordez aussi dans le livre d'un Paquin la réalité des parents. Parce que vous avez compris, les personnages, à chaque fois, on est à l'école depuis l'enfance, on est avec des profs, on est avec des parents qui interviennent. On suit le rythme, là. Quel regard vous portez sur le rôle des parents, justement, de manière générale, et le rôle face à la différence, là? Parce que c'est un roman aussi de la différence. Oui, tout à fait. C'est pas comme nous, hein? C'est pas là, le commun des mortels, on va lire un roman, pareil, et puis on va se dire, oui, mais on a rarement l'habitude, n'est-ce pas, d'être confronté ou d'avoir Tout à fait, oui.
C'est quoi le rôle des parents? Quel est le regard que vous portez à ce rôle? En fait, pour être parent, je sais que vous êtes parent vous aussi, donc c'est un regard de compassion. Être parent en partant, c'est un rôle très difficile. Puis en plus de surcroît, je dirais, être parent d'un enfant qui est différent, c'est encore plus difficile. Donc, souvent, le danger, c'est que les enfants qui sont hors normes, en société, on est pressé de leur mettre des étiquettes. Ah, cet enfant-là, il est autiste. Cet enfant-là est à haut potentiel intellectuel et surdoué. Et les parents, dans leur bon vouloir d'être le meilleur parent possible, répondent aux attentes qui viennent non pas de l'enfant, mais de l'étiquette qu'on lui a apposée. Donc, les parents de Stella, voyant que leur enfant est à haut potentiel, essaient de la pousser, de l'amener au plus haut point de ses capacités. En contrepartie, on a Céleste qui est autiste. Ses parents la surprotègent, l'encadrent. Protéger beaucoup, oui. Et plus elles vieillissent, nous, on le voit, on est témoins de leur détresse intérieure, mais leurs besoins sont tout à fait contraires. C'est ça. Stella rêve d'être protégée, rêve de ralentir, alors que Céleste, qui est autiste, rêve d'être poussée, voudrait la vitesse d'une étoile filante. Donc, on voit, nous, de l'intérieur, mais il n'y a aucun jugement de poser sur les parents parce qu'on réalise très vite qu'elles font tout ça par bienveillance, finalement, puis pour répondre à des normes sociales. Puis à partir du moment où les enfants ont autour de 14 ans, puis qu'elles ont un trop-plein de ce cadre-là qu'on a choisi pour elles, respectivement, bien là, tout à coup, il y a un revirement de situation. Parce que les parents réalisent qu'ils ont fait fausse route, d'une certaine façon. Parfois, oui, ils réalisent qu'ils ont fait erreur. Il y a un sentiment de culpabilité. Aussi, oui, mais finalement, je ne veux pas tout révéler, mais... Exact. Permettez-moi de lire cet extrait. Oui, allez-y. Page 61. Or, en se distinguant dans ce qui n'avait aucun intérêt pour elle, elle a fini par s'égarer. C'est le déroutant constat qu'elle a gardé secret. Elle l'a, pourtant, supporté comme on tolère un soleil brûlant pour ne pas se décourager face aux dunes qui se multiplient au fur et à mesure que nos pas progressent. Mais quel profil réel peut-on espérer tirer en s'engageant nuit et jour dans un domaine où notre cœur n'a fait que semblant de s'investir? Mais c'est une question existentielle. Vous y parlez tout à l'heure, et puis j'aimerais savoir, quand on parle de ce regard-là, quel regard peut-on porter, par exemple, sur la posture de Stella vis-à-vis du monde? On parlait de la différence, mais est-ce qu'on peut parler de marginalisation complètement aussi? Tout à fait. Puis cette scène-là, en fait, c'est d'une grande tristesse parce qu'on voit la détresse d'une enfant qui a tellement de capacités. Voilà. Et de l'extérieur, elle est tellement admirée. C'est ça. On la trouve extraordinaire d'être si bonne. Elle vient de remporter la médaille du gouverneur général. C'est la meilleure élève du Québec de la 5e secondaire. Okay. Mais intérieurement, elle ressent un grand vide existentiel parce que la voie sur laquelle on l'a forcée à s'engager, d'une certaine façon, ce n'est pas celle qu'elle a choisie, ce n'est pas la sienne. Oui, exactement. On a décidé pour elle. C'est ça, on a exactement. Décidé pour elle, ce n'était pas sa propre voie. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'elle rêve d'une vie, dans le fond, toute simple, finalement. Oui, oui. J'aimerais qu'on parle de ce côté, il est vraiment intéressant, vous avez fait allusion à ça au début, la thématique de tout ce qui est neuronal. Donc, est-ce que vous pensez que maintenant, les sciences de tout ce qui est diversité neurologique, etc., ça a une présence maintenant de plus en plus? Bien, je pense qu'on accueille de mieux en mieux la neurodiversité. Voilà. Et même, j'ai remarqué que notre vocabulaire changeait. Donc ça, ça me touche beaucoup parce que moi, longtemps, j'ai jamais compris pourquoi on utilisait le mot « tolérance ». Oui. Je trouve ce mot-là tellement péjoratif. Parfois. Dire c'est bien de tolérer la différence. Oui. Pour moi, la tolérance, c'est comme je ferme les bras et j'endure ce qui ne me convient pas. Oui. Alors que accueillir la différence, il y a quelque chose d'ouvert et qui respire. Et je me permets de me nourrir en plus de ça. Non seulement je lui fais une place, mais je m'en nourris, je m'en inspire. Oui, parce que voir les différentes façons de concevoir le monde, c'est une belle richesse à laquelle on a accès. Moi, j'ai enseigné à
des enfants autistes, à des jeunes à haut potentiel. J'ai touché à toutes sortes de jeunes dans mes 35 années d'enseignement. Puis, ils m'ont tellement appris, ces jeunes-là. Et je dirais que les jeunes autistes m'ont beaucoup appris. Et un fait que je pensais, que je trouvais intéressant dernièrement, on parlait avant d'intérêts restreints quand on parlait des gens autistes. Mais on disait qu'ils ont des intérêts restreints. On essayait de les sortir de ces intérêts-là pour ouvrir leur horizon. Puis en même temps, on pouvait parler de quelqu'un qui avait un doctorat, qui avait passé 7 ans en moyenne, peut-être même 10, sur un sujet très, très précis. Et cette personne-là, on la trouvait formidable et on était en admiration devant cette personne-là. Jamais on n'a dit d'une personne qui avait un doctorat qu'elle avait des intérêts restreints. Exact. Donc, c'est très étrange, notre perception. Les mots, parfois. Oui. Donc, je pense que c'est le mot « accueillir », j'aime bien parce que c'est l'idée d'accueillir la différence et de s'ouvrir à ces différences. Excellent. J'accueille Mme Caroline Paquin, mesdames et messieurs, pour cette émission Agora chez ICI Télévision. On parle de son tout dernier, Né sous la même étoile. On va faire une pause et on vous revient pour continuer notre conversation. Allez-y. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez ICI Télévision, Agora. Par littérature, on parle roman. Né sous la même étoile. Caroline Paquin, mon invitée, aujourd'hui, publié chez les éditions Loélie. Oui. Alors là, c'est une maison d'édition. Je suis rentré voir, ils font un excellent travail. Hein. Tout à fait, excellent. Un excellent travail. Le dernier, le précédent, a été publié avec Loélie aussi. Avec Loélie, oui. Il faut dire un mot aussi sur le travail de cette maison d'édition. Bon, comment est-ce que vous avez pu maintenir et trouver l'équilibre entre ce qui est émotif et ce qui est intrigue, aller dans votre intrigue, dans votre récit? Parce qu'il y a de l'émotionnel beaucoup, hein? Oui, tout à fait. C'est un équilibre vraiment... En fait, l'intrigue repose sur l'évolution des personnages, l'évolution psychologique des personnages. Donc, en concentrant ça sur l'évolution psychologique des personnages, on est carrément dans leur intériorité. Donc, on est avec eux. Au début, quand Stella est dans le coffre de la voiture puis qu'elle craint pour sa vie, bien, on voit sa peur, mais on vit avec elle, cette peur-là. Donc, tout au long de l'histoire, on craint pour elle et on s'attache à elle. Puis c'est comme ça avec tous les personnages. Donc, ils sont propulsés dans tellement une vie en accéléré temporairement qu'on peut juste toucher à leurs émotions en même temps. Là. Exactement. Puis, j'aimerais retourner à cette notion d'étiquette. Et je pense que c'est ce qui empêche même les jeunes qui sont, j'allais dire, normaux, hein, qui n'ont pas de problème, de vivre, hein, parfois. Oui, tout à fait. Parce que c'est les préjugés, là, qui empêchent d'avancer quelque part. Tout à fait. Donc, c'est une forme de fermeture, mettre une étiquette. C'est arrêter quelque chose. C'est prendre une photo précise, puis... On te dit, tu arrêtes là. Voilà. Bon, parlons de manière générale, Mme Paquin, sur le fait que la société, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est mieux préparée à accueillir les profils de l'autisme, de la douance, des profils parfois de... J'allais dire, il y a des personnes qui se mettent des étiquettes sur eux-mêmes comme étant des marginalisés ou des antisociétés ou on les appelle une personne asociale. Hein. Pensez-vous que nous sommes assez préparés comme société à ce niveau? Je pense qu'il y a beaucoup de progrès, c'est ce dont on parlait tantôt. Je pense qu'il y a un net progrès qui s'est fait. Puis moi-même, dans l'enseignement, j'ai vu la différence. Ça a été au cours des dernières années. Moi, j'ai parlé à la direction, puis j'ai souhaité accueillir, on revient au mot accueillir, accueillir des personnes autistes, parce qu'on avait une classe d'autistes dans ma classe. Puis j'ai vu une jeune qui m'a inspirée, dans le fond, dans cette histoire, qui avait 24 ans, puis elle avait sa 6e année du français alors qu'elle écrivait pratiquement comme une jeune collégiale. Donc, je me suis dit, OK, on ne lui a jamais donné sa chance parce qu'on lui a collé cette étiquette-là si tôt qu'on n'a pas vu son haut potentiel qu'elle avait en écriture. Donc, je pense que de plus en plus, les gens ont envie de s'ouvrir à ces différences-là, mais je pense que c'est à poursuivre, c'est à continuer. C'est à continuer. Bon, on va rendre hommage aux enseignants parce que là, je fais référence à cette enseignante qui a accompagné Stella.
Est-ce que vous pensez que c'est le même rôle que celui des parents? Ou on parle du même rôle, hein, dans le fond? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai enseigné pendant 35 ans et je suis mère aussi. Moi, je trouve que c'est un rôle très différent. Okay. On joue des rôles d'accompagnateur, mais en tant qu'enseignant, l'attachement émotif profond n'est pas là et ça permet une certaine forme de liberté qui est gagnante, je dirais, pour que l'élève s'ouvre d'une autre façon, différente. Oui. Donc, c'est un autre type de relation qu'on établit avec les jeunes. C'est parce qu'en vous entendant, parler de ça en tant qu'enseignante, vous savez, c'est un travail dur aussi, hein, la gestion de classe, avoir des classes TSA où il faut leur rendre hommage vraiment à nos enseignants parce que c'est un travail extraordinaire, là. C'est vraiment pas évident. Je pense qu'on sous-estime l'importance des enseignants dans une classe. Et moi-même, j'ai sous-estimé mon rôle souvent d'enseignante. J'ai eu des retours d'élèves qui m'ont dit que j'avais changé leur vie. J'en étais la première étonnée. Puis parfois, on ne réalise pas la portée de nos paroles, de nos gestes, de ce qu'on est même comme personne, ce qu'on peut inspirer aux jeunes. Oui, ça c'est magnifique que l'élève vient vous dire. Oui, ça c'est... C'est plus beau cadeau. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui. Quand j'ai fait le lancement de ce livre-là, la semaine passée, la plupart des personnes qui sont venues au lancement, ce sont des anciens élèves. Ah, voilà. Et ça m'a tellement touchée qu'ils prennent le temps de se déplacer, qu'ils me disent à quel point j'avais été importante pour eux. Donc, ça a été un beau moment de récolte. Peut-être que je suis rendue là dans ma vie, là, à la retraite, mais... Magnifique. Juste, il y a un message que vous souhaitez peut-être, que vous avez souhaité, vous avez voulu transmettre à travers ce livre, à la fois aux lecteurs et à la fois aux parents? Bien, je parlerais de tolérance, et on a parlé de tolérance tantôt, et plutôt d'accueillir l'humain en nous, puis avec toute bienveillance. On est tous fragiles, on est tous dans le doute, tout ça. Donc, mon livre, c'était de montrer que chacun, à notre façon, on est une étoile. Donc, il y a une grande allégorie autour des étoiles tout au long de l'histoire, mais que dans le grand ciel qui est l'humanité, on est tous différents. Mais ce qui fait la beauté de ce ciel étoilé-là, c'est justement la diversité des étoiles qui le composent. Puis ça c'est une magnifique phrase avec laquelle vous avez fini justement votre texte. Né sous la même étoile, mesdames et messieurs, de mon invité d'aujourd'hui, Caroline Paquin. Alors, en 15 secondes à peu près, projet d'avenir, est-ce que vous prévoyez justement des lancements? J'ai déjà écrit mon roman qui va paraître en 2027. Je suis en train de travailler sur celui de 2028. Sur celui qui s'en vient, alors parfait. La retraite, c'est bon, ça laisse du temps beaucoup. Ça laisse beaucoup du temps, ça laisse aussi une certaine liberté aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On lui souhaite le succès qu'il mérite. Merci de votre continuer l'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora. Portez-vous bien. Au revoir.